Donc bonjour, c'est bon, tout le monde s'entend, je pense que ça fonctionne bien. Voilà, super. Bon, vive le casque. Euh, on va faire un petit, on va dire, voyager. On va voyager avec une réglementation qui n'est pas encore applicable. Donc c'est ça. Votre casque marche pas? Ah, ça c'est monsieur, alors pour le coup, SAV, avant qu'on voyage. Hmm. Donc on va vous inviter pendant ces 30 minutes à voyager au sein de la réglementation et à voir ensemble effectivement qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut mettre en place, parce que ce texte, vous le savez tous, est une directive donc prise au niveau de la Commission européenne, adoptée en fin d'année dernière, en décembre 2022, qui va devoir être transposée en droit français avant le 17 octobre 2024. Et actuellement, on ne connaît pas la loi de transposition. Vous le savez peut-être tous et toutes, on a effectivement des ateliers de travail avec l'ENSI, mais il n'y aura pas que cet atelier de travail à mettre ensemble. Donc, on va dire ce voyage, je ne suis pas seule pour le faire. Je travaille avec une de mes confrères qui est à mes côtés, qui va donc se présenter et qui n'est pas de France. Donc, c'est pour ça qu'on va voyager aussi. C'est ça, on va voyager doublement parce que donc Cynthia Chassigneux, je viens plus fort. Le micro plus proche de la. Moi, je n'ai aucun contrôle sur le son de mon micro. Et il est allumé. Donc moi, je n'ai pas de contrôle. C'est bon ? Quand c'est prêt, c'est bon. Ok, d'accord. Donc c'est ça. Donc voyager non seulement dans une réglementation, une directive, comme disait Garance, mais aussi voyager hors Europe, vu que moi je viens du Québec. Et ça ne s'entend pas à mon accent, vous inquiétez pas. Donc je viens du Québec et au Québec on a aussi une petite législation qui est en vigueur depuis 1 an à peu près, qui fait un ministère sur la cybersécurité et le numérique. Et au Québec, il y a un grand changement aussi en matière de législatif, en matière de protection des renseignements personnels, vraiment une intégration progressive du RGPD. Moi, je suis spécialisée en matière de protection des renseignements personnels et vous inquiétez pas, je ne vous parlerai pas de données à caractère personnel et non de renseignements personnels. On va essayer de parler de cybersécurité vu que nous sommes aux assises de la cybersécurité. Donc, effectivement, on va faire on va échanger ensemble, mais surtout on va prendre vos questions. Parce que je pense qu'actuellement, vous avez tous beaucoup de questions. Effectivement, ça s'appelle compte à rebours avec un regard croisé. Mais il y a aussi vos questions, vos attentes par rapport à ce texte. Alors, ce texte, déjà, il vient d'où ? Parce que c'est Nice 2, donc il y a peut-être certaines entités déjà parmi d'entre vous qui ont déjà appliqué Nice 1. Peut-être certaines entités qui étaient déjà soumises à d'autres textes qui s'appellent la loi de programmation militaire, donc et encore d'autres textes sectoriels. Donc on a déjà un retour d'expérience lié à Nice 1. Donc on est sur un texte qui avait Nice 1 qui avait été adopté en 2016, rentré en application en 2018, en même temps effectivement que le règlement général sur la protection des données. Et on avait un texte sur un périmètre assez restreint, avec un vocabulaire où on parlait d'opérateurs de services essentiels, où on parlait aussi de fournisseurs de services numériques. Donc les opérateurs de services essentiels, on savait qui c'était, puisqu'effectivement il y avait des listes ou autres. Et là, suite à Nice 1, la commission et suite effectivement à la Covid, suite à l'explosion des cyberattaques, la Commission a choisi effectivement de faire une analyse d'impact. Donc il y a une analyse d'impact qui a été menée pendant plus d'1 an auprès de tous les acteurs, on va dire, européens, pour déterminer quels sont les besoins et monter un niveau d'exigence maximal, parce que on va, si on lit le texte et non pas l'acronyme, on est sur un niveau d'exigence maximale en cybersécurité des infrastructures et des réseaux. Pourquoi effectivement un texte qui est une directive, qui est effectivement un texte qui sera transposé avec une marge d'appréciation par les États membres, c'est qu'en fait ce texte concerne aussi l'État, l'administration, donc pas que les entreprises. Ce texte, effectivement, change de dimension. Vous l'avez tous entendu, peut-être, parce qu'on parle de changement de dimension avec des entités. Alors, changement de vocabulaire, parce qu'on parle d'entités importantes, d'entités essentielles. Changement de dimension, puisque énormément d'entités sont concernées, y compris des entités de petite taille, donc des entités qui seront supérieures à 50 salariés. Donc, on va très vite être concerné, indépendamment d'un chiffre d'affaires ou d'un secteur d'activité. C'est tout secteur d'activité confondu. Et c'est aussi les collectivités, l'administration.
Donc on est effectivement sur on va dire, une importance, et on voudrait que toute la chaîne, enfin le texte souhaiterait que toute la chaîne, on va dire, de confiance, y compris la chaîne de sous-traitance, soit conforme à NIS 2. Donc, l'étude d'impact aussi montre des chiffres. Ça, c'est très important d'avoir des chiffres. Alors, ces chiffres, on estime que pour des entreprises, ça serait plus de 22% d'augmentation de budget en cybersécurité. Donc, c'est aussi énorme en coût économique. Pour les administrations, on parle d'une augmentation de 30% des personnes. Alors on parle plus effectivement en augmentation, on va dire, de la charge, effectivement des collaborateurs, des fonctionnaires, des agents, mais des chiffres qui sont très marquants, très importants. Alors, il y a aussi ce texte, il y a des incertitudes parce qu'on ne connaît pas le texte de transposition, mais avec Cynthia, on a réfléchi pour donner effectivement des indices sur comment ça se passe au Québec, au Canada, où aussi il y a différents États. Donc en Europe, on sait très bien qu'il y aura des lois de transposition qui vont être différentes d'un État à l'autre, qu'il y aura peut-être des notifications avec des formalismes différents d'un État à l'autre, peut-être des délais différents. Donc si je suis en entreprise, on va dire, qui travaille avec d'autres acteurs européens, comment je gère, comment je mets en place effectivement ce programme NIS 2 ? On va pas voir avec vous est-ce que vous êtes entité essentielle ou est-ce que vous êtes entité importante. On va voir avec vous effectivement plusieurs choses. La sensibilisation. Qu'est-ce qui c'est important puisqu'il y a une sensibilisation qui c'est un des mots-clés effectivement de ce texte, puisque la sensibilisation va concerner aussi les dirigeants, le COMEX. Pourquoi ? Parce que il y a des sanctions administratives, on va parler de chiffre d'affaires, de millions d'euros, bien entendu, mais il ne faut pas retenir que ça, et on n'est pas dans un marketing de la peur. Il faut effectivement retenir aussi qu'il va y avoir une responsabilité pénale des dirigeants d'une manière individuelle, et certainement un pouvoir, alors est-ce que ce serait par l'ENSI, est-ce que ce sera peut-être par d'autres acteurs, on ne sait pas encore, de suspension, on va dire, et d'injonction à cesser et à arrêter, on va dire, une chaîne d'approvisionnement si la mesure de sécurité n'est pas conforme à NIS 2. Donc, c'est comme si on peut faire un parallèle avec le RGPD, on a des sanctions administratives, mais pas que. Donc, gardez en tête, je ne veux pas parler que des sanctions administratives, je veux parler aussi du reste, parce que si une autorité dit on arrête, on va dire, une chaîne de production parce qu'elle n'est pas conforme, les mesures de cybersécurité et de sécurité ne sont pas conformes, vous voyez l'impact qu'il y a. Donc on est sur un texte avec une importance majeure. On voulait faire un regard effectivement croisé avec le Québec, puisqu'il y a un ministère là-bas au Québec. Oui, un ministère de la cybersécurité et du numérique qui est présent depuis le 1er janvier 2022. On s'entend, c'est très récent, c'est, comme je vous disais, on est dans un mouvement en ce moment au Québec de rénovation, de modernisation de nos lois. Donc il y avait une loi qui datait de 2014, la loi sur l'infrastructure Québec, qui a été modifiée, qui a été abrogée même via la loi sur la cybersécurité et le numérique, avec ce nouveau ministère. Et on n'a pas encore forcément, moi aussi je suis très intéressée à entendre c'est quoi NIS 2, justement parce qu'on est en train de mettre en place des politiques, des pratiques, des référentiels pour accompagner justement les organismes publics. Donc la majorité des organismes publics québécois sont assujettis à cette législation, mais aussi des entreprises du gouvernement, des entreprises ferroviaires, des entreprises Hydro-Québec, donc l'électricité, qui est vraiment très important au Québec. Mais on a aussi le domaine, on parle de collectivités, nous ça s'appelle des municipalités. Donc on a nos municipalités qui sont assujetties à cette loi. On a aussi les écoles, les établissements scolaires, qu'ils soient privés ou qu'ils soient publics, qui sont aussi assujettis. Donc, et moi, en préparant la conférence, je me suis aperçue que la moitié de mes clients sont assujettis à cette législation que je ne savais pas. Donc il va falloir que je revoie, parce que comme je vous dis, moi c'est l'autre aspect vie privée, donc c'est pas du tout... mais quand même, c'est très intéressant, et en plus on a cette obligation aussi de déclarer, de notifier, je vais prendre les termes les termes européens, de notifier les incidents de sécurité, et il va y avoir une autorité aussi qui va pouvoir regarder comment ça se passe. On n'a pas encore d'ANSSI, c'est sûr que on se serait attendu, parce que j'ai une petite particularité, je suis une ancienne juge administrative et j'ai eu à commenter cette loi quand même quand elle a été publiée, le projet de loi quand il a été publié.
Et on s'attendait à ce que la commission d'accès à l'information soit un des régulateurs. Et en fait, la commission n'est pas un régulateur parce qu'ils ont considéré, le législateur a considéré que ça devait sortir du giron de la commission d'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels. Donc, on va avoir cette obligation de déclarer. Et on s'est aperçu en préparant avec Garance que on n'a pas de 24 heures, 72 heures. Nous, c'est un délai raisonnable. Donc ça aussi, c'est intéressant à regarder. Il n'y a pas cette... Mais là encore, je vous dis, si ça se trouve, il va y avoir des règlements d'application qui vont être pris incessamment sous peu. Et c'est pour ça que le regard croisé qu'on peut faire et de voir qu'est-ce qui se passe en Europe, comment ça va se mettre en place. J'entends que ce n'est pas avant l'année prochaine, pratiquement un an jour pour jour. Mais il y a quand même des éléments qu'on peut prendre en considération, la sensibilisation. Et en préparant avec Garance, à me poser la question, mais est-ce qu'il y a eu encore déjà des personnes qui ont déclaré des incidents de sécurité ? Oui, il y a eu des personnes, il y a eu des États, pas des États, mais des organismes publics qui ont eu à déclarer, car il y a eu des cyberattaques de ministères et organismes, comme il y en a ici. Donc, ils ont été obligés de le déclarer, et c'est très drôle quand le propre ministère de la cybersécurité et du numérique est obligé de s'auto-déclarer un incident de sécurité. Je vais souvent faire la confusion parce que moi je parle d'incident de confidentialité et non de sécurité, mais le ministère a été piraté et c'est quand même assez impressionnant de se dire qu'ils doivent vérifier, ils doivent se faire des tests d'intrusion, ils proposent des principes de sensibilisation et de se l'appliquer à soi-même. Je pense que c'est intéressant quand même de voir le retour et de voir comment ça a été perçu dans la population. La population l'a très très mal pris en se disant au niveau de confiance, au niveau de... Justement, c'est un thème qui nous est cher à toutes les deux, la confiance. Donc c'est vraiment quelque chose à regarder, mais on est là aussi pour entendre vos questions et essayer de répondre autant qu'on peut. Alors effectivement, avant de prendre les questions, il y a peut-être deux petits points qu'on voudrait vous dire aussi, c'est que ce texte, il liste, on va dire, des mesures de sécurité, parce que ça fait partie des questions qu'on a d'une manière récurrente. Quelles sont les mesures de sécurité que je dois mettre en place ? Qu'est-ce que je dois mettre en place maintenant ? C'est important parce que tous ici et toutes ici, vous avez, je pense, déjà mis en place des mesures. Et on est sur de la cyberhygiène à la base. On est effectivement sur avoir une PSSI. On est sur des audits, des tests, enfin des choses effectivement que vous déjà connaissez toutes et tous. Donc ça, c'est très important en fait de savoir, c'est qu'on part sur un existant et on va partir sur une maturité en fait qui va effectivement croître. Alors. Ici, peut-être certains organismes sont plus avancés que d'autres. Le détail, la précision, effectivement, des mesures sera donné dans le cadre d'un acte d'exécution. Un acte d'exécution, je vais prendre un exemple juridique, ça viendra de la Commission européenne, mais cet acte d'exécution qui détaillera, on va dire, les mesures de sécurité, doit être pris au plus tard avant le 17 octobre 2024. En tant que juriste, on a beaucoup d'humour, puisque c'est effectivement la date de transposition. Donc on ne sait pas quand il va être sorti, on sait qu'il va juste sortir au niveau de la Commission européenne. Donc ça veut dire que l'ensemble des États membres quand même vont avoir, et ça c'est rassurant plutôt, le même détail de mesures de sécurité. Pour ceux qui suivent, vous allez me dire, il y a le 3e atelier de l'ENSI, c'est sur les mesures de sécurité, c'est aussi pour entendre les fédérations, entendre effectivement co-construire pour savoir si le niveau, on va dire justement, va avec effectivement l'ensemble des besoins des acteurs. Sensibilisation donc du métier, du COMEX, très important parce que comme disent les anglo-saxons, ton of the top, donc et ils sont concernés, on va dire au premier chef compte tenu d'une responsabilité pénale. On verra la modification du code pénal dans le cadre des débats qu'il y aura en France. Mesures de sécurité liées à la cyberhygiène, donc vous les avez, robustesse des mots de passe, effectivement des choses qu'on connaît tous et toutes. On n'est pas non plus, même si le mot maximum est là, on est surtout après sur la récurrence des backups, on est effectivement sur les PCA, les PRA ou autres. Et il y avait déjà une obligation pour ceux qui étaient concernés par Nice 1 ou par d'autres textes qui existent déjà. C'était effectivement ce qu'expliquait Cynthia, tout ce qui était notification des incidents de sécurité.
Alors les incidents de sécurité, c'est majeur. Alors qu'est-ce qu'on entend par incident de sécurité majeur ou critique? On va renvoyer ça au législateur. Donc il y aura effectivement, l'ANSSI va demander déjà des points de contact, c'est-à-dire que c'est important. Donc il y aura un formulaire. Là, on a déjà le formulaire où chaque entreprise devra déclarer qui est le point de contact. Donc ne pas oublier de le changer. Là, il y a un délai de 15 jours pour notifier les changements. Alors des points de contact joignables. Donc effectivement, il faudra réfléchir quel point de contact, parce qu'on sait tous qu'une cyberattaque ou qu'un incident de sécurité majeur peut arriver pendant des vacances, quand on n'est pas disponible, tout court. Et après, il y aura un délai, effectivement, et le délai annoncé est de 24 heures. Or, donc de 24 heures pour signaler. Et après, il y aura des délais pour donner des rapports intermédiaires et pour après donner les mesures de rémédiation et le rétex. Donc c'est le premier délai de 24 heures. En revanche, on ne sait pas quand part ce délai. Donc c'est voilà. Alors au Québec, Cynthia vient de le dire, c'est effectivement faire les meilleures diligences possibles, voilà. Et effectivement, ça peut être, on ne sait pas, voilà, ça va être pragmatique, mais c'est pas sanctionné si j'ai bien. Pour l'instant, à part en matière de protection des données personnelles où il y a des sanctions administratives et des sanctions pénales, en matière d'incidents de sécurité, on n'a pas encore de sanctions. Donc ça va être dans l'accompagnement, parce que justement il va falloir accompagner. Et puis même les incidents de confidentialité, c'est tout nouveau au Québec. C'est depuis le 22 septembre 2022. Donc c'est vraiment très récent. C'est différent par rapport au reste du Canada. Le reste du Canada, c'était beaucoup plus présent. Et dans le reste du Canada, il y a aussi, si on regarde la législation fédérale, la beauté quand même du Canada, c'est d'être une fédération. On regarde la législation fédérale, il y a un centre de cyberfraude, c'est beaucoup plus établi, mais là encore, en préparant la présentation aujourd'hui, j'ai cherché les sanctions, il n'y a pas de sanctions. C'est des accompagnements, il faut déclarer, il n'y a pas de délai non plus à déclarer, donc là encore, à partir de quand on le fait, bon, on s'entend qu'on peut regarder ce qui se passe par rapport à d'autres législations où il y a des obligations de déclaration. En préparant, on regardait en matière pénitentiaire. Vous allez me dire, vous faites un grand écart, mais en matière pénitentiaire, c'est 1 jour et 3 jours. Donc peut-être que le législateur ou le juge, quand il devra appliquer ou interpréter la loi, va se dire, il y a quand même d'autres obligations. Il y a déjà des déclarations dans un certain délai, donc il va peut-être faire un parallèle. Mais avec le secteur pénitentiaire, on s'entend, c'est du droit criminel, c'est complètement différent, donc c'est autre chose. Donc effectivement, il y a ce délai de 24 heures qui questionne, qui sera effectivement, on pense, ancré. Mais après, il y aura effectivement un encadrement et qu'est-ce qu'on devra dire dans ces 24 heures. Après, c'est les rapports ou autres. Là, il y a encore des précisions à avoir. On s'est intéressé aussi par rapport au Québec et par rapport au fait que le Canada est une fédération, parce que quand on a une entreprise avec différents filiales aux alentours de l'Europe, comment on fait? C'est comme si on était au Québec, on fait 10 déclarations, on fait le nombre effectivement d'impact, puisque contrairement au RGPD, il n'y a pas le mécanisme de guichet unique. Je ne sais pas si pour certains d'entre vous sont familiers, quitte à on a un peu plus. C'est-à-dire que même si vous avez votre siège social, par exemple à Paris, si vous avez une entité en Roumanie, la notification devra être faite en Roumanie et peut-être certainement à Paris selon les impacts. Donc ça veut dire aussi avoir une organisation, donc un vrai chef de projet, un directeur de programme, de projet, pour accompagner effectivement cette mise en application, indépendamment de référencer ce que vous avez d'existant. C'est effectivement penser au niveau de votre groupe, penser au niveau de vos entités en disant comment je mets en place. Alors le RSSI effectivement va être le porteur du message, peut-être auprès du COMEX, mais ça va pas être lui effectivement le directeur de programme, de projet en tant que tel, parce que déjà vous avez pas le temps, voilà. Mais il va falloir que quelqu'un accompagne pour référencer et pouvoir qu'elles sont là et de faire un plan, on va dire tout simplement un plan effectivement de mise en application pour voir les différentes choses qui vont devoir être mises en place. Mais premier point, sensibilisation. Je vais faire porteur de micro et non porteur de ballon, et pourtant il y a la finale bientôt. Bonjour, Maxime Lachat, je suis le groupe CISO de SPI
Et la question que vous êtes en train de mentionner, on en a discuté nous avec tous nos ciseaux, puisqu'on a un ciseau en Suisse. Et s'est posé la question de quid de notre ami suisse. Est-ce que Nice va s'appliquer ou pas du tout? Parce que j'ai cru comprendre que dans les discussions avec l'ANSIR, la possibilité que l'entreprise qui soit, on va dire, la porteuse de ce fameux projet diffuse Nice dans l'ensemble de ses filiales. Et si l'entreprise est un groupe français, ça devrait s'appliquer à l'ensemble des structures indépendamment de la territorialité du pays. Donc, alors moi je vais vous faire une réponse juridique, uniquement et seulement juridique et pas de gouvernance. Parce qu'après la gouvernance c'est vous qui la mettez en place. Donc effectivement si vous choisissez au niveau de l'ensemble des ciseaux de votre groupe d'appliquer, y compris en dehors de l'Union européenne, il n'y aura pas effectivement de difficulté. Le texte ne dit pas, justement contrairement à d'autres textes, ne dit pas effectivement que ces obligations de notification, pour rester sur cet exemple-là, ne doivent être faites en dehors, on va dire, de l'Union européenne. Peut-être une petite parenthèse qui a toute son importance. Il faut savoir que le Royaume-Uni, quant à lui, est concerné après une loi. Il faut savoir que le Royaume-Uni était encore État membre de l'Union européenne quand il y avait Nice 1. Donc toute cette législation, toute cette culture est déjà implantée. Et là, pour le coup, on sait qu'il y en a une espèce, c'est juridiquement inexact, mais une espèce d'équivalence. Voilà. Concernant, alors, ce qui est intéressant, ce qu'on disait avec le Québec et le Canada, c'est qu'il y a aussi, il va y avoir des formulaires de notification qui vont être, on l'espère, harmonisés. On l'espère. Et la suite va certainement prendre ses propres lois et réglementations qui vont s'inspirer. Comme on a vu au Canada et au Québec, il y a quand même s'il y a des différences, il y a quand même une inspiration. Aux États-Unis, l'équivalent de l'ANSSI est mis en place depuis peu d'années aussi, là aussi, et il y a le formulaire, pour le coup, est uniformisé au niveau fédéral. Donc, ça va effectivement s'appliquer. Après, au niveau d'une gouvernance, c'est une saine gouvernance, à mon sens, d'avoir le même modus operandi à l'intérieur du groupe, quelle que soit, on va dire, la localisation. De prendre le plus petit commun dénominateur, donc pour justement faire en sorte que ça soit uniformisé. Et comme disait Garance, oui, au Québec, quand on regarde, malheureusement, il n'y a pas de formulaire, donc chacun le fait comme il peut. Il y a des mesures qui sont obligatoires, des éléments de déclaration qui sont obligatoires. Mais comme je vous disais, au Québec, c'est tout récent. Donc ils sont plus allés vers la transformation numérique pour l'instant, vu que le ministère a les deux chapeaux. Ils sont plus allés vers la transformation numérique, mais ils prennent en considération vraiment tout ce qui est cybersécurité et cyberdéfense. C'est comme ça qu'ils l'appellent aussi. Donc ça va venir. Et moi, je m'attends à ce que dans les prochains 6 mois, il y ait quelque chose qui se mette en place, pas des directives, mais des décrets qui soient adoptés, des règlements qui soient adoptés, parce que la particularité au Québec, c'est que dans nos législations, dans nos lois, c'est souvent marqué modalité et contenu à déterminer par règlement du gouvernement. Donc ça, souvent, malheureusement, on ne fera pas la définition, à savoir est-ce que c'est mieux de légiférer par loi ou par règlement ou par décret. Ça, c'est autre chose. Mais c'est intéressant à voir et de savoir comment ça va être géré et surtout qui va déclarer et est-ce que ça va être diffusé, comme les incidents de confidentialité. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, des questions. Alors moi j'en ai une, Stéphane Giovinazzo de la société Amadeus, rien à voir avec ma société, mais il y a un truc qui m'a quand même fait assez peur, c'est que ça va toucher les petites sociétés de 50 personnes. Donc là, 50 personnes, ça fait beaucoup de sociétés. Pour des sociétés telles que la nôtre, c'est pas un problème parce qu'on a réellement une organisation en termes de sécurité et des implémentations fortes. Pour ces sociétés, sur ces petites sociétés, est-ce qu'il y aura un accompagnement ? Est-ce que quelque chose est pensé par rapport à ça ? Alors je vais faire la même réponse, une réponse juridique, c'est-à-dire que dans le droit, dans le texte, quand on le lit, dans la directive, on ne voit pas qu'il y ait d'accompagnement ni de décalage de mesures, c'est pas là-dessus. Après, il faut aussi voir que l'ANSSI a un rôle d'accompagnement
Là, c'est dans ton statut, mais l'ENSI, on sait qui sont quand même un certain nombre limité de personnes. Et il faut pas oublier aussi donc il y a les entreprises de 50 salariés suivant les domaines d'activité, mais il y a aussi toutes les personnes, enfin toutes les entités qui ne sont pas concernées du fait de la réglementation, mais qui vont être concernées, on va dire, dans le cadre des obligations contractuelles. Parce qu'il y aura, d'un côté, je suis NIS 2 et je n'ai pas le choix parce que je suis dans un secteur automatiquement soumis à NIS 2, mais je dois être NIS 2 pour garder mes marchés. C'est-à-dire que ça va impacter toute la chaîne des acteurs, c'est-à-dire ça va appeler sous-traitants ou autres, parce que vous, en tant que donneur d'ordre, vous allez avoir des exigences d'audit. Et on sait très bien, si on prend un comparatif avec le RGPD, si on voit effectivement les violations de données à caractère personnel, elles viennent souvent pas du responsable du traitement en tant que tel, mais d'un sous-traitant, d'une chaîne de sous-traitance. Donc il y a ce premier point, et il y a aussi l'accompagnement des collectivités, pareil, des mairies, des hôpitaux ou autres, qui sont des acteurs de la santé extrêmement concernés. Donc l'ENSI en région a mis en place effectivement les CICERT, a mis en place un référent. Je pense que le rôle du préfet pourrait effectivement, représentant de l'État, pourrait monter en puissance à ce niveau-là, mais je pense, si vous voulez, en tant que citoyenne, pour le coup, le texte et ce qu'on a pu lire dans les webinaires de l'ENSI, c'est des questions à poser. Enfin, pour moi, c'est des questions à poser par les fédérations, puisque là, les textes sont en cours de discussion au niveau des fédérations, notamment quand vous avez une chaîne de sous-traitants et de sous-traitance. Oui, Julien Lefebvre, RSSI du groupe Andros. Je vois le NIS 2, enfin moi perso, comme une vraie opportunité de mettre de la cybersécurité sur la base d'un framework partagé, auditable, c'est ce qu'ils veulent et c'est très bien. Sauf qu'à l'inverse des très petites sociétés, on a des très grandes sociétés, des groupes, sur lesquels la cybersécurité est très ramassée. Et en fait, les filiales, les analyses de risque, on va devoir faire dans chaque filiale. Les plans de sécurisation de chaque filiale, l'auditabilité de chaque filiale va être quelque chose d'extrêmement complexe à gérer. Alors que sur une petite société, c'est petit, mais il n'y a pas les moyens. Et nous, on n'a pas les moyens, au regard de nos grands groupes, de démultiplier ça. Donc je pense que ce qui va être important, ça va être la sensibilisation des dirigeants au regard de la loi, pas de la cybersécurité, mais de ce qui va s'appliquer. C'est-à-dire leur faire comprendre que ça va les imposer de faire des choses qu'ils n'ont pas encore compris, au-delà de faire de la cybersécurité, avant de faire de la cybersécurité. Mais en fait, effectivement, la loi va avoir cette force, le règlement et la loi vont avoir la directive, effectivement, et la loi va avoir cette force pour permettre d'imposer, effectivement, notamment parce que j'ai parlé de sanctions administratives, mais je parle d'autres sanctions et volontairement, parce que là on a un taxe, c'est pas tous les taxes qu'il prévoit, c'est pour ça une responsabilité personnelle du dirigeant. C'est à l'instar de la santé, de la sécurité des collaborateurs. Donc on a la cybersécurité devient un risque, on va dire rouge en termes de pour effectivement les chefs d'entreprise ne peuvent pas l'ignorer. C'est pour ça que la sensibilisation est importante pour leur dire. Et pareil, je prenais l'exemple des suspensions, des injonctions à suspendre effectivement pour un défaut de sécurité. C'est pas un traitement, j'emploierai pas le mot traitement parce qu'on n'est pas en données à caractère personnel, mais suspendre une activité parce que l'ENSI fera un audit soit en amont, soit a posteriori, suivant effectivement la qualification d'entité importante ou essentielle. Quid, comment on fonctionne? Vous voyez, parce qu'on parle même, alors ça juridiquement, il faudrait voir comment c'est possible, parce qu'il faut vraiment des modifications des tests, y compris ceux de l'ENSI, effectivement, d'une suspension de la personne, du dirigeant. Donc Donc il y a une volonté très forte de responsabiliser les COMEX, les comités de direction. Oui, bonjour, Véronique Miro, Société Valeo. On est un équipementier automobile. On produit nous-mêmes tous les produits qu'on crée. Donc on a des usines. Les usines, on est dans le réseau industriel. C'est essentiellement des fournisseurs qui sont des petites structures, 5, 10 personnes des fois, où c'est extrêmement compliqué déjà d'avoir... Alors l'hygiène cyber, on n'y est pas, dans bien souvent des cas. Et vous me dites, toute la chaîne doit être sécurisée et être au niveau NIS 2. Ce que je comprends en pure théorie. Enfin, au niveau pratique, c'est impossible. Donc qu'est-ce que je fais? J'arrête les usines? Vous voyez la problématique? Et on est en train de... Enfin, c'est génial en théorie. En pratique, je me dis, mais comme on va arrêter toutes les startups, on va arrêter la création de petites boîtes parce qu'elles ne pourront pas d'ores et déjà être conformes NIS 2. On dit qu'il faut augmenter de 30% le nombre de personnes dans les entreprises pour être conformes. On est déjà en pénurie, on n'a déjà pas de quoi faire ce conforme. La réalité terrain, j'ai l'impression qu'elle a été oubliée. C'est ça mon inquiétude.
Alors, on est sur un texte effectivement juridique déjà. Ce qui est important, c'est effectivement ce qu'évoquait Cynthia avec effectivement l'attaque d'un ministère ou autre et effectivement une absence de recul. On n'a pas de recul, on n'a pas effectivement de moyens. Ce texte se veut mettre des exigences effectivement au maximum. Il n'y a pas de délai, il y a pas là-dessus, il y a un rôle d'accompagnement. Je suis pas en train de vous dire qu'on va arrêter de travailler, c'est pas du tout la volonté. Je pense qu'il faut un plan effectivement pour dresser, peut-être augmenter au fur et à mesure, année par année, effectivement les strates, ne serait-ce que embarquer maintenant le privacy by design est rentré, on va dire, dans la culture. La sécurité by design, c'est même avant même, parce qu'après là, et en plus c'est très dur parce que là on parle de Nice. Mais pour vous, vous allez avoir aussi d'autres réglementations. Donc, on est sur une strate de réglementation qui est très très conséquente pour vous actuellement, quel que soit le secteur d'activité. Donc là, on a choisi par les NIS 2, mais c'est sécurité avant même. Il faut que le mot ou cybersécurité avant même un lancement d'un produit, avant même le choix d'un fournisseur, ça veut dire effectivement renforcer les questionnaires, pas pour écarter, mais pour connaître le niveau de maturité et pour leur dire on va faire ça dans les étapes. Et je pense que c'est important justement, on prend les questions après, mais je pense que c'est important justement d'évaluer, et là on sait que c'est pas avant le 17 octobre 2024, c'est un an, je sais que c'est court, hein, mais si je m'autorise à faire le parallèle avec la protection des renseignements personnels, où là aussi on avait un an pour mettre en place des plans de gouvernance, et j'ai les mêmes questions pour les petites et très petites entreprises, et c'est de leur dire de commencer déjà de faire l'inventaire pour pouvoir savoir où on en est au niveau de la maturité. Et je ne me prononce pas par rapport à l'Europe, j'ai aucune légitimité, je me prononce par rapport à ce que moi je conseille au Québec. Vous faites déjà un travail, vous faites déjà une mise en conformité en faisant cet inventaire et en documentant ce que vous faites. Donc on le sait que c'est dans un an de commencer et d'y aller par étape, de prioriser. Et là encore, je ne me prononce pas du tout sur l'Europe. Moi, vous seriez au Québec, c'est ce que je dirais. Et je prends une autre question. Et effectivement, il y a aussi des activités qui vont être essentielles ou non substituables par d'autres. Donc c'est aussi voir par rapport à vos niveaux de risque et des analyses de risque, effectivement, ils connaissaient, par rapport à votre métier, parce qu'on est sur un taxe qui va s'appliquer à beaucoup de secteurs, donc chaque métier, c'est pour ça que les fédérations sont entendues, pour voir quelles sont les activités qui seraient les plus critiques au sens aussi économique du terme et non substituables. Ok, donc moi c'est Jonathan Delaunay, donc RSSI du groupe de Mathieu Barre, et on comprend que certaines entités qui ne sont pas directement concernées vont finalement l'être par chaîne de sous-traitance. Et dans ce cadre, est-ce que c'est l'ensemble de l'entité qui va être concernée par l'applicabilité de cette directive, ou est-ce que c'est uniquement les business units qui vont embarquer Le micro, voilà, là j'ai un micro à nous, merci. Là, celui-là, il a dû lâcher. Alors pour votre question qui est extrêmement d'actualité aussi, c'est-à-dire qu'on se place dans un cas où vous n'êtes pas considéré NIS 2, mais on va vous imposer NIS 2 d'une certaine manière, ça va être aussi quel est le métier qui est embarqué, quel est le système d'information. Et on va parler de système d'information puisque c'est infrastructure. Et effectivement, et les systèmes d'information. Donc, s'il y a un seul et unique système d'information par rapport à votre ligne métier, par rapport à votre métier, vous voyez, la réponse, elle va se faire au cas par cas, encore une fois, avec l'analyse de risque et l'étude. C'est au cas par cas. Dernière petite question. Oui, bonjour. Donc, Jamil Vaïd de l'Agence régionale de santé. Je juste... on se focalise beaucoup sur NIS 2 et je rejoins complètement la problématique. Moi, ce qui m'inquiète davantage, c'est le combo NIS 2, directive sur la résilience des entités critiques, dont on parle absolument pas, qui est sorti en 2022 également. Oui. Et c'est surtout ce combo-là qui me fait peur, parce que au-delà de la directive NIS V2, ce que retranscrit la directive sur les entités critiques a beaucoup plus d'impact. Parce que là, au-delà de l'aspect sur la cybersécurité, elle demande à l'ensemble des entités critiques de mettre en place les dispositions pour leur continuité d'activité et leur résilience.
Et donc ça veut dire qu'on doit aller beaucoup plus loin que Nice V2, où on est simplement dans la prévention, mais on est dans la reprise, donc tout le cycle est en marche. Et là, je sais pas, parce qu'on n'a pas d'informations non plus sur la retranscription de ces éléments-là, quand les séances vont tomber, quoi. Alors, pareil, c'est une échéance à 18-24 mois, comme tous les textes de l'Union européenne. On n'en parle pas, et là, il n'y a même pas de travaux en transposition. Donc, il y a d'une part énormément de textes, c'est-à-dire sectoriels. Par exemple, il y en a certains, j'ai eu beaucoup de questions, on l'a pas eu là, mais par exemple, est-ce que je suis secteur financier? Est-ce que je suis soumis à Nice V2 ou à DORA? Donc la question a été tranchée. C'est-à-dire, c'est la loi Lex Specialis pour parler latin. Ce sera DORA quand on est institution financière et qui reprend les exigences. Cette directive est très importante, on en parle très peu. Très peu, comme un autre règlement qui concernera effectivement les objets connectés ou autres, qui est effectivement le Cyber Resilience Act. Donc le mot résilience est important. Effectivement, on parle de résilience aussi dans Nice 2, on veut avoir la protection complète de la sauvegarde des backups au plan de reprise d'activité. On veut avoir ce cycle continu sur l'ensemble de l'infrastructure, ce qui est logique. Mais sur la directive, je peux pas vous en dire plus, à part l'avoir lu comme vous, qu'il y a des exigences qui sont extrêmement contraintes, qu'actuellement la France, en tout cas à ma connaissance, ou l'ENSI ne s'en est pas saisie, à ma connaissance. Mais peut-être que ça sera un chantier qui va tout de suite démarrer après les consultations Nice 2. Mais c'est important d'avoir effectivement toute la cartographie des textes en tête parce qu'ils se rejoignent tous. C'est le même sens, c'est le cycle complet de sauvegarde, effectivement, et de résilience d'une infrastructure. Et c'est là que va s'arrêter notre voyage. Donc on espère. Merci d'avoir voyagé avec nous. Donc on n'est pas très. Rêver. Voilà, vous voyez. Je sais pas si on vous a fait rêver, mais en tout cas merci. Voilà. En tout cas, on vous a fait voyager puisque vous voyez, quel que soit de l'autre côté de l'Atlantique ou autre, les questions se posent et les réponses sont les mêmes. Donc, notre constat, c'est que vous avez des choses, effectivement, il faudra les adapter ou autres par rapport à votre secteur, mais il y a un existant. Donc, pas de marketing de la peur. Surtout pas.